Bonsoir tout le monde, donc je refais ma vidéo sur le temps. Comme je l'avais expliqué, pour moi il existe deux temps qui coexistent. Il y a le temps subjectif et le temps objectif. Le temps subjectif est défendu par l'idéologie de gauche. C'est le temps de la conscience, le temps psychologique, le temps interne. Et le temps objectif est défendu par l'idéologie de droite. C'est le temps absolu, c'est le temps externe et c'est le temps créé par les interactions de tout ce qui le compose, en gros. Donc, pour moi, il y a les deux temps. Et en fait, quand on passe d'une échelle à l'autre, les temps peuvent changer, peuvent s'interchanger. Et c'est là la subtilité, parce qu'on se dit, on n'a pas de théorie qui puisse rassembler ces deux opposés. Et finalement, bah, si on a des oppositions, on n'a pas la vérité, puisqu'elle se situe au juste milieu. Et donc, si on n'arrive pas à trouver le juste milieu entre ces deux temps, on ne comprend pas. Mais je pense que ça se situe au niveau de la perception, en fait. Je pense que c'est euh, l'environnement qui est tellement magnifié par son apparence qu'on n'arrive pas à aller réellement dans le fond pour définir la nature du temps. Parce que là, on n'a que les fonctions. Et donc, pour avoir sa nature complète, il faudrait que le temps soit unique, c'est-à-dire qu'il soit à la fois objectif et subjectif dans sa définition, et c'est compliqué. Et donc, je vais expliquer ce que j'en pense ici. Pour moi, en fait, il y a un temps interne, et on appelle même ça l'horloge biologique. Et puis, il y a le temps externe, et ça, c'est, on va dire, l'horloge physique. On va dire ça comme ça. Et donc, il y a justement la théorie d'Einstein des horloges, qu'on peut voir dans le film Interstellar. Et avant ça, je vais vous parler des référentiels parce que c'est important. En fait, un référentiel nous englobe. Et quand un référentiel se déplace euh, dans l'espace, on ne sent pas le mouvement, en fait, parce que le mouvement devient comme rien quand on a un référentiel commun. C'est un peu comme ici sur la planète. Euh, Notre référentiel commun, bah, c'est la planète. Du coup, la planète, elle se déplace dans l'univers et on ne le sent pas. Elle tourne sur elle-même et elle se déplace dans l'univers en tournant autour du Soleil, et le Soleil se déplace lui-même dans l'univers. Donc elle bouge quand même assez, la Terre, si on regarde bien, et pourtant on ne sent rien. Ça, c'est parce qu'on est dans le référentiel, comme si on était dans le référentiel voiture. Si on est à 4 dans la même voiture, on a le référentiel voiture en commun et on ne sent pas le mouvement. Sauf s'il y a un obstacle, on va tous sentir le changement dans la force par cet obstacle qui vient contre la voiture. Donc les 4 vont le ressentir. Maintenant, si une personne sort de la voiture, il reste 3 personnes dans la voiture. Si jamais il y a un crash, il n'y a que les 3 personnes dans la voiture qui vont le ressentir. La personne qui est sortie ne va pas le ressentir. Donc ça a à voir avec les référentiels. Et comme je l'ai expliqué aussi, il existe des référents psychologiques. Donc ça, on appelle ça des modèles ou des exemples. Et ces personnes-là sont des référents. Donc elles nous englobent d'une certaine façon. Et si elles se déplacent, on ne sent pas le mouvement parce qu'on se déplace avec. Mais s'il n'y a jamais un obstacle, on se sent obstrué, frustré aussi, de la même façon que le référent. Donc c'est pour ça qu'il faut pas rester toujours dans la même référence et qu'il faut alterner en fonction de ses objectifs, je pense. Donc ça, c'est très important de ne pas garder une seule référence et d'avoir une multiplicité de références. Voilà, c'est un petit conseil au niveau psychologique. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est pour moi, en fait, notre rapport au temps dépend de la synchronicité entre le temps interne et le temps externe. En fait, le temps externe, il passe d'une certaine façon. Et quand on parle d'attendre, on fait une erreur parce qu'on pense qu'attendre, c'est comme si le temps extérieur s'arrêtait. Et en fait, on a fait une erreur philosophique parce que attendre, a privatif en latin qui veut dire sans, en fait. Donc, sans temps, en fait, c'est comme s'il n'y avait pas de temps. Attendre, c'est comme si on arrêtait le temps. Mais en fait, quel temps on arrête puisqu'il y en a deux? Il y a le temps interne et le temps externe. Et je pense que le temps externe, lui, continue, en fait, si on attend. Par exemple, là, je suis assis. Ça n'empêche pas certaines personnes de marcher quelque part dans le monde. Ça n'empêche pas des voitures de rouler, des avions de voler. D'ailleurs, j'en vois là-bas, très haut dans le ciel, on voit ces traces. Euh,
Ça n'empêche pas la Terre de tourner, ça n'empêche pas les autres planètes de tourner, ça n'empêche rien du tout en vrai, quand j'attends. En fait, c'est mon temps interne qui s'arrête parce que mon temps interne, il est composé de particules. Et le rapport que je vais avoir au temps externe dépendra de mon temps interne, c'est-à-dire de la vitesse d'exécution de mes particules. On voit ça aussi avec le cerveau, par exemple, si un cerveau est plus lent ou plus rapide. Un cerveau plus rapide va plus vite dans le futur. Donc il spécule et il voit plus vite le futur arriver. Par exemple, c'est un peu comme sur la route, si vous roulez à 100 km/h ou si vous roulez à 50, bah, celui qui a 100 km/h, s'il a la même direction que vous, bien évidemment. Ça, il faut bien que ce soit important, c'est si on a la même direction. Mais ça dépend du référentiel, encore une fois. Si on est dans le même référentiel, on peut spéculer sur l'avenir en fonction de la vitesse à laquelle on va dans ce référentiel. Donc ça devient compliqué, c'est complexe là. Mais c'est ça que j'essaie de vous expliquer. On est dans le référentiel planète, on a la même destination. Donc voilà, on a la même destination, on prend nos voitures, même ligne de départ, même ligne d'arrivée. Celui qui va à 100 km/h va voir défiler le paysage de l'avenir plus vite que celui qui est à 50, qui arrivera après. Voilà, donc ça c'est la vitesse du cerveau. Euh, et aussi, mais ça, c'est une question de charge électrique, je pense. Un cerveau qui va vite, c'est un cerveau très chargé électriquement, qui a des fortes connexions synaptiques, c'est-à-dire des autoroutes à l'intérieur de sa tête. Si on a des petits chemins de village avec des casse-vitesse, ben forcément, on visite beaucoup moins vite que si on a des aires d'autoroute qui tracent comme ça, des circuits, quoi. Donc voilà. Ça, dans le cerveau, ben, ça dépend de comment on l'a construit. Voilà, c'est une petite parenthèse, ça c'est pour aussi le temps psychologique et le rapport qu'il y a avec l'extérieur, parce que parfois il y a la frustration d'un environnement trop lent, ou alors il y a la frustration d'un environnement trop rapide. Si notre cerveau est trop lent, ben, on est frustré de voir l'environnement aller si vite parce qu'on ne comprend pas, on n'arrive pas à s'adapter. Et si on est trop rapide, c'est la même chose, il y a un problème d'adaptation, parce que si on est trop rapide, bah, voilà, sur la route, c'est pareil. Si quelqu'un trace trop vite et que la circulation va à une certaine vitesse, celui qui trace, bah, c'est pas très bon, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, je dis que la solitude, c'est très important pour les cerveaux qui vont vite, parce que c'est un peu comme s'entraîner sur circuit. Sur la route normale, quand tu es avec les autres gens, bah, tu es obligé de rouler à la vitesse qui est demandée par la communauté. Mais par contre, quand tu es dans la solitude, tu peux vraiment tracer à fond. Tu es sur circuit, tu peux monter à 400, tu es tout seul, tu vas pas faire de dégâts, rien du tout. Donc là, c'est bien. C'est bien d'amener sa réflexion dans la solitude. Voilà. Donc, ce que je veux dire aussi, c'est il y a un rapport avec le sommeil aussi. Et ça, je pense que pour connaître le temps, il va falloir se mettre à étudier le sommeil et la mort aussi. Ça, c'est des sujets qu'on a niés très fort. Je ne parle pas des morts imminentes où les gens reviennent, parce que, pour vous dire honnêtement, si j'analyse objectivement, il y a des gens qui ont Alzheimer dans la vie, donc ils perdent la mémoire. Et dans la religion, on a longtemps pensé que c'était la mémoire en fait qui survivait à notre existence. Et c'est pour ça qu'on allait dans un paradis où on avait mémoire de notre vie antérieure et qu'on retrouvait ce qu'on avait perdu de la vie antérieure dans ce paradis. Mais en fait, Alzheimer prouve qu'il n'y a pas de mémoire qui subsiste, pas de mémoire biologique en tout cas. Après, il y a la théorie des mémoires akashiques où l'âme serait connectée à l'univers et donc il y aurait une mémoire universelle qui entrerait dans une âme et l'âme ne dépendrait pas du corps. Donc ça, c'est une autre théorie. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que euh, la mémoire ne subsiste pas et j'ai perdu le fil. Enfin, c'est pas grave. Je vais continuer sur autre chose alors. Ah oui, voilà, les expériences de mort imminente, c'est ça que j'avais perdu de vue. En fait, on spécule sur le fait que ça soit le cerveau qui projette des images, comme quand on dort en fait. Et du coup, bah, les images que les gens voient, bah, ce serait le cerveau qui envoie une dernière information avant de s'éteindre. Mais du coup, c'est pas la mort, parce que la mort, c'est après l'extraction du cerveau, c'est après l'extraction de tout. Donc, personne n'est jamais revenu de ça réellement, donc on n'en sait rien. Mais par contre, pour étudier la mort, je pense qu'il faut le prendre d'une certaine façon, parce que certains vont dire, ben justement, comme personne n'est jamais revenu, comment on fait? Comment on fait pour avoir contact avec la mort? Moi, je pense que c'est comme avec ce que j'avais dit. Pour comprendre l'infini, il faut d'abord comprendre le fini, lui donner des propriétés, le définir. Et une fois qu'on a bien compris, bien saisi, bien cerné le problème, on prend les propriétés inverses et là, on a l'infini. Donc, il faut étudier le fini. Quand on le connaît, on prend
les propriétés inverses. On fait une fraction, on met 1 sur fini pour avoir l'infini. Enfin voilà, un truc comme ça. Donc on inverse. Et voilà, on a l'infini. Mais pour la mort, je pense que c'est pareil. Il faut regarder la vie, il faut observer la vie, il faut définir la vie, il faut regarder ses propriétés et vraiment le faire sérieusement, avec des réflexions psychologiques, philosophiques et biologiques très poussées. Et puis après, on fait l'inverse et on a les propriétés de la mort. Alors j'ai essayé de faire ce travail, mais vraiment quand même pas de manière profonde, donc c'est juste une piste, on va dire, mais je pense que le monde de la mort, c'est le monde imaginaire, c'est le monde désincarné, en fait, c'est le monde informatif. Comme il y a le monde formatif, où la matière se forme, il y a le monde informe, où il n'y a pas de matière. Et, euh, et donc, par rapport au fait d'accrocher la vie, j'avais même mis une gradation. Il y a la volonté, là ça veut dire qu'on a les deux pieds sur terre. Il y a l'espoir, ça c'est un pied sur terre, un pied en dehors, ça veut dire un pied dans la mort. Et puis il y a le fantasme. Et là, le fantasme, je pense que c'est les deux pieds dans la mort. C'est pour ça que les gens qui fantasment, quand ils vont à fond contre la réalité, parce qu'ils sont plus dedans du tout et ils veulent faire advenir leur rêve. Et d'ailleurs, c'est Coluche qui avait dit ça, il avait dit, peut-être que les rêves sont faits pour être rêvés et que la réalité est faite pour être vécue. Et John Lennon avait dit, euh, euh, je sais plus, je crois que c'est la réalité, c'est ce qui se passe quand on pense à autre chose ou quand on rêve à autre chose ou quelque chose comme ça. Effectivement, la réalité, c'est une aventure en soi qu'on n'avait pas prévue et c'est finalement pas si mal que ça puisque il y a de la surprise. Dans nos propres rêves, on ne risque pas d'être surpris de réaliser un rêve puisqu'on l'avait déjà rêvé. Donc finalement, il existe des surprises négatives, ça s'appelle le cauchemar, finalement, donc c'est quelque chose de négatif qui nous arrive qu'on n'avait pas prévu. Parfois, il y a des choses positives qu'on n'avait pas prévues qui nous arrivent. Et du coup, bah, si on ne faisait que réaliser nos rêves en permanence, on serait limité à notre matrice d'imagination, alors que la nature a une imagination propre et cette imagination externe vient nous toucher et elle peut même améliorer la nôtre par la suite. Donc ça, c'est une certaine vision, voilà. Euh, et donc, comme je dis, c'est l'harmonie, un peu comme un orchestre, une musique. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur la musique, ça c'est très très important. Et je vais faire un prélude d'ailleurs avec une citation. Beethoven a dit: «La musique est plus importante que toute philosophie». Et je vais vous expliquer pourquoi je suis d'accord avec lui. C'est un musicien et moi je fais de la philosophie, donc je devrais ne pas être d'accord si je prêchais pour ma paroisse, entre guillemets, mais je suis d'accord avec lui. La musique est plus importante que toute philosophie. Pour moi, elle est en amont dans la connaissance et j'expliquerai pourquoi. Mais ce que je veux dire, c'est que ça doit s'harmoniser comme un orchestre, le temps interne et le temps externe. Et là, vraiment, on ne sent plus le poids du temps, en fait, ou de son absence. Voilà. C'est vraiment quand il y a une forte désynchronisation qu'on sent le poids des choses et ça pose problème. Alors, je vais terminer la vidéo en parlant de deux choses. Je vais parler d'Interstellar et Inception. Parce que pour moi, Interstellar, c'est un film qui montre la théorie des horloges d'Einstein. C'est-à-dire que, comme je vous ai expliqué, on ne voit pas de différence temporelle parce qu'on a le même référentiel qui est la planète. La seule anarchie temporelle qu'on puisse constater, c'est le fuseau horaire. Donc, s'il fait beau à un endroit, enfin, qu'il y a du soleil et qu'il fait nuit à un autre endroit, on est sur la même Terre pourtant, mais c'est juste que la Terre tourne et que les rayons ne touchent pas tous les endroits en même temps. Et là, du coup, le référentiel n'est plus réellement objectif puisqu'il il est dissocié. Donc, donc, pour une personne, il fait nuit et pour une personne, il fait jour. Et ces personnes peuvent se disputer alors qu'elles ont toutes les deux raison. Et pour ça, il faudrait qu'elles prennent du recul pour voir que le soleil tape d'une certaine façon sur la Terre, etc. Et voilà, donc c'est ça qu'on a du mal à notre époque, c'est un manque de recul scientifique, je pense. C'est pour ça que les gens se disputent alors qu'ils ont chaque fois une partie de la vérité. Et, ils n'ont pas toute la vérité, mais ils ont une partie. Avec du recul, ils auraient la synthèse, en fait. Voilà. Donc, c'est des problèmes de synthèse qu'on a à notre époque. Et, euh, et donc, ce que je veux dire par rapport à Interstellar, c'est que là, réellement, on voit vraiment la dilatation du temps parce que ils vont se retrouver aux abords d'un trou noir et une seconde à cet endroit vaut 7 ans sur Terre. Forcément, il reste plus qu'une seconde et donc les années passent sur Terre. Et,
Et le gars en partant, il avait, je sais pas, ça fait un moment que j'ai plus vu le film, mais je prends les infos essentielles. Les infos superficielles comme l'âge et tout, on s'en fout un peu, mais il avait 40 ans, je pense, en partant, et il avait une petite fille, enfin, c'était sa fille, qui était encore petite, et quand il est parti, et quand il revient, elle a 90 ans à peu près, enfin, elle est très âgée, et elle est sur son lit de mort, et elle a même construit une famille, elle a fait toute sa vie et tout, elle a traversé son époque, quoi, pendant que lui était parti. Et donc lui, il revient, mais il a toujours 40 ans, parce que sa biologie n'a pas changé, c'est juste la dilatation temporelle qui s'est fait entre les 2 référentiels qui fait que, bah, ils vivaient pas dans la même époque, en fait. C'est une anachronie, on appelle ça. C'est un anachronisme. Donc c'est des histoires qui sont tellement, éloignées que même dans le temps aussi, parce que c'est espace-temps, c'est Einstein qui a fait le lien entre l'espace et le temps, donc voilà. Et donc c'est ça qui est choquant dans le film, c'est qu'il revient plus âgé que sa fille. Et donc ça, c'est au niveau extérieur. Ça veut dire ça existe à l'extérieur. Et c'est ça qui est choquant, qui a été une révolution dans la science. Parce qu'intérieurement, on se doutait un peu qu'il pouvait y avoir des dilatations temporelles, c'est-à-dire au niveau de la maturité. Ça, psychologiquement, on l'a déjà remarqué aussi qu'il y avait ça dans la métaphysique, que, qu'une personne pouvait être plus mature, plus jeune, et moins mature, plus âgée. Par exemple, Einstein, il a expliqué la relativité de manière simple. Il a dit, si vous mettez vos mains sur une plaque chauffante pendant 1 minute, vous aurez l'impression que ça dure 1 heure. Si vous restez assis à côté d'une jolie fille pendant 1 heure, vous aurez l'impression que ça a duré 1 minute. Il dit, c'est ça la relativité. Donc ça a un rapport avec la souffrance et le plaisir. Et finalement, quand on a du plaisir, c'est comme si la nature équilibrait l'équation. Le plaisir, c'est déjà un cadeau, donc elle te retire en compensant par le fait que ça passe vite et que tu aies une mémoire assez floue de ce qui est joyeux, finalement. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à retenir fort dans l'émotionnel. C'est le traumatisme qu'on retient le plus. Donc c'est ce qui fait mal, au final. Et ça ralentit dans le temps. Il y a une forte force gravitationnelle dans ce qui est traumatique. Et donc la souffrance, elle fait ralentir le temps très fort. Et, ça, on le voit dans le film Constantine, quand il va en enfer, il regarde dans les yeux du chat et on voit les gouttes qui tombent. Et petit à petit, parce que là, il va de plus en plus en enfer, les gouttes ralentissent jusqu'à limite s'arrêter. Et quand la goutte s'arrête, il va en enfer. Voilà. Donc ça, c'est la souffrance. Et en fait, bah, ça joue sur la maturité, puisque si on a de la souffrance, bah, on ralentit le temps. Du coup, on garde le même âge tout en étant plus vieux. C'est un peu bizarre. Mais quand on s'amuse, bah, on arrive et on a peut-être 50, 60 ans et dans sa tête, on a 20 ans. Parce qu'on est allé plus vite que l'instant, si vous voulez, en s'amusant. On n'a pas vu le temps passer, comme on dit. Et quand on a souffert, bah, on a bien vu le temps passer, là, par contre. Chaque seconde comme une goutte, on l'a bien vu passer. Donc, du coup, bah, c'est comme si on était plus vieux. On peut avoir 20 ans et, avoir 100 ans dans sa tête. Voilà, donc les âges d'apparence ne sont pas les vrais âges internes non plus. Et c'est ça qu'il faut faire attention dans notre environnement et qu'on sous-estime beaucoup aussi. Donc c'est l'expérience qui fait la maturité, c'est pas l'âge. Donc ça, il faut bien se le dire, hein. Faut pas confondre les deux. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit dans cette vidéo. J'essaie de voir si j'ai oublié quelque chose. Oui, comme je dis, il faut étudier le sommeil aussi. Parce que, par exemple, dans le sommeil, ben, on dort et ça dure 8 heures et on a l'impression que ça a duré 5 minutes. Alors notre connexion interne par rapport à l'externe, vous voyez bien qu'il y a quelque chose. Il y a un rapport au temps qui est très différent du temps de la conscience, c'est-à-dire qu'on est éveillé, qu'on est en interaction avec l'environnement. On voit bien que ça ralentit fort comparé au fait de quand on dort. Donc, ça aussi, plus on est dans l'imaginaire, apparemment, plus le temps passe vite et plus on est les 2 pieds dans le réel, vraiment dur et plus apparemment ça ralentit. Donc ça c'est quelque chose à tester, à étudier. Évidemment, j'ouvre des pistes, je prétends pas, avoir trouvé encore une fois que c'est une connaissance ou quoi. C'est des pistes que j'ouvre pour qu'il y ait des débouchés dans plusieurs domaines, que ce soit artistique, politique, sociologique, philosophique, scientifique, et cetera. Parce que c'est un sujet qui est dans tous les domaines, en fait. Voilà, donc c'est très important. Et comme je dis, je pense que pour vivre une belle vie, la vie idéale, entre guillemets, il faut savoir synchroniser son temps intérieur avec le temps extérieur et créer une genre d'adaptation, une symphonie, une harmonie.
Et c'est là que tout va bien. Et je pense que notre époque a un très très mauvais rapport au temps parce qu'elle ne sait pas bien l'étudier, elle ne sait pas bien le définir, elle le nie, elle le rejette, etc. Donc du coup, voilà, on crée des vies où on n'est pas bon dans la temporalité. Et ça, c'est parce qu'on a un mauvais sens des priorités aussi. Donc ça, j'y viens vite fait pour terminer la vidéo. Vous voyez des gens à la télé qui vous disent l'argent fait le bonheur, enfin, il y a souvent cette phrase-là, l'argent fait le bonheur, l'argent ne fait pas le bonheur. Il y a des gens qui rient en disant, moi je préfère pleurer en Ferrari euh, que d'être heureux à vélo ou je sais pas quoi. Enfin bref. Ben, moi je préfère, enfin, si je compare les deux, je préfère être heureux à vélo, mais bon, bref. C'est sûr que c'est mieux de pleurer en Ferrari que pleurer à vélo, que certains vont dire, mais c'est parce qu'on se gourde de priorité. La priorité, c'est la santé. Retenez bien ça, la priorité, c'est la santé. La santé mentale, la santé physique. Alors, les riches, pourquoi ils sont dans l'avarice comme ça, qui veulent toujours plus d'argent? Parce qu'ils ont une santé mentale qui est très mauvaise. Voilà, ils ont une mauvaise santé mentale. L'avarice, c'est un déséquilibre interne qui crée l'insatisfaction. C'est-à-dire que tu as une ambition trop grande par rapport à tes capacités ou qui tu es. Et donc, ça crée un vide en toi. Et ce vide, tu dois le combler. Mais comme il n'a pas de fond, ton vide, chaque fois que tu verses quelque chose dedans, ça s'en va dans l'infini. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu ne peux pas digérer. C'est l'être qui digère et qui répartit en lui-même ce qu'il a ingéré. Donc, pour être satisfait, il faut être. Du coup, viser la richesse à tout prix et dire qu'on est heureux, c'est faux. Un riche peut très bien être suicidaire. Un riche peut très bien être très malheureux ou être en très mauvaise santé. On peut avoir des millions sur son compte en banque et avoir un Covid phase terminale. Ça ne veut rien dire. Et si je dois choisir entre avoir un compte en banque blindé et avoir un Covid phase terminale ou alors avoir un compte en banque limite mais être en bonne santé mentale et physique, ben, je choisis la bonne santé mentale et physique avec mon compte en banque un peu plus foireux. Donc voilà, l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent n'est pas une fin, et c'est ça la grosse erreur humaine. L'argent est un moyen, confondre le moyen avec la fin, c'est une catastrophe psychologique, une catastrophe. L'argent est un moyen, la fin c'est la santé. Si on vous demande de fusiller votre santé pour de l'argent, oubliez l'argent. Maintenant, si vous êtes face à un dilemme, vous n'avez pas le choix, vous devez sacrifier un peu de santé pour avoir de l'argent qui va vous permettre de récupérer plus de santé, là, il faut le faire. Mais c'est toujours la santé qu'il faut avoir comme objectif principal. Autre chose, on confond le temps avec l'événement. La richesse, c'est le temps, ce n'est pas l'événement. Les gens multiplient les événements en se disant, ah, j'ai maximisé mon temps. Mais oui, mais si tu multiplies les événements négatifs, tu n'as pas optimisé ton temps. Parfois, le temps, il faut le retirer de l'événement et se dire, l'événement là ne vaut pas la peine, je m'en fous. Voilà. Donc, je reprends mon temps et j'en fais ce que je pense qui en vaut la peine. Donc, je ne crée pas l'événement à chaque fois parce que ça sert à rien, finalement. D'accord? Donc, vraiment, pour avoir un esprit en catastrophe psychologique, il faut associer ça. Croire que l'argent fait le bonheur et croire que c'est l'événement qui est plus important que le temps. Voilà, pour moi, c'est ça. Après, ça dépend des lacunes de chacun. Une personne qui aura eu beaucoup de temps qu'elle n'aura pas pu utiliser va plus vouloir être dans l'événement, et ça, c'est normal. C'est une question d'équilibre. Après, une personne qui aura été beaucoup dans l'événement va vouloir retirer son temps des événements parce qu'elle en a marre pour pouvoir l'optimiser comme elle a envie. Mais ça, comme je dis, ça dépend des lacunes de chacun. Mais le principal dans tout ça, en fait, c'est de retrouver un état d'équilibre et donc un état de santé idéal. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser sur ça. N'hésitez pas à réagir. Et peut-être que dans les futurs dialogues que je vous ai proposés, on pourra parler du temps, justement. Ça m'intéresse d'avoir vos avis. Voilà. Passez une bonne soirée.